Où en étions-nous hier soir déjà? Bah, ça va m'en venir. Nous profitons déjà un peu de l'air frais de la campagne, maintenant que nous sommes sortis de la forêt. Il y a un charmant petit village au bord de la Crevon, non loin d'ici, et l'on y trouve une fameuse auberge. Nous pourrions y faire étape à midi, si nous ne l'embinons pas en chemin. Tiens, tu entends? C'est l'Angélus, il est déjà 7h du matin. Ah, ça me revient. Je t'avais parlé du règne de Richard Ier hier soir, Richard le Sans-Peur. Il a régné jusqu'en 996, et a transmis à son fils, né d'une concubine danoise, le très originalement nommé Richard II, la charge ducale. La première chose que tu dois savoir sur ce deuxième Richard, c'est que c'est lui, le créateur du duché de Normandie. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est Rollon qui l'a créé. Et en cela, tu as raison. Mais rappelle-toi que Rollon, son fils Guillaume et son petit-fils Richard Ier étaient avant tout comtes de Rouen, c'est-à-dire des pays de Caux, de Bray et d'Auge, et que Guillaume Ier dut affronter l'insurrection des Normands de la plaine de Caen et du Cotentin, rebellés contre l'autorité rouennaise. Et par Normand, j'entends viking. La Normandie n'était pas encore une terre unie, et ne le sera d'ailleurs pas avant encore un demi-siècle, à l'avènement de Richard II. Je disais donc, Richard le II est le premier à s'intituler duc de Normandie, alors que ses prédécesseurs avaient conservé les titres de comte de Rouen et de jarl des Normands de la Seine. Ah, ça n'est qu'un détail, mais j'aime bien le raconter. Pour ne pas déroger aux bonnes habitudes, le règne de Richard II débute dans l'instabilité politique, puisqu'il est mineur lors de son accession au trône. Dès avant l'an 1000, une révolte paysanne éclate, et le régent, Raoul d'Ivry, la réprime dans le sang. S'ensuit alors une révolte seigneuriale, partant une nouvelle fois de l'ouest du duché, du comté d'Iémois plus précisément, et contestant la succession ducale. Raoul d'Ivry mate la rébellion, et en l'an 1001, Richard II est seul maître en Normandie. Il règne dans la continuité de son père, restaurants, abbayes et communautés monastiques dans tout le duché. Mais là où son père avait échoué à recruter Mayol de Cluny pour fonder une communauté à Fécamp, Richard II parvient à faire venir le réformateur italien, Guillaume de Volpiano. Ce dernier sera d'ailleurs abbé de Fécamp presque jusqu'à sa mort, survenue en 1031. La politique de Richard II s'illustre également sur le plan administratif. Il renforce le maillage féodal et s'en assure la fidélité en nommant au poste d'importance les membres de sa famille proche, les Richardides. À la fin du règne, ce ne sont pas moins de 5 comtés et 2 évêchés, Rouen et Bayeux, qui sont aux mains de la dynastie normande. D'ailleurs, c'est Richard II qui, le premier, met en place le système de comtés et de vicomtés, titres fonciers révocables qui sont d'abord répartis sur les marches du duché. La Normandie en sort stabilisée et renforcée. À l'est, les relations avec le voisin royal se sont grandement améliorées depuis le changement dynastique de 987. Robert Ier et Richard II, qui accèdent au trône la même année, en l'an 996, sont indéniablement alliés, voire même amis, et font campagne ensemble, bien qu'il arrive à Richard d'agir contre les intérêts de Robert. Ils se rencontrent à plusieurs reprises, à Fécamp en 1006 et à Rouen en 1024. Au nord et au sud, cependant, les relations avec la Flandre, l'Anjou et le Blois restent troublées. Mais la situation angevine se résout par une double alliance matrimoniale au début du XIe siècle. C'est au sud-est que la situation se tend, après l'échec d'une alliance matrimoniale. En effet, Richard donne en mariage à Eudes de Blois l'une de ses sœurs, avec Dreux pour dot. Mais la sœur décède avant longtemps, et Eudes refuse, comme c'était l'usage alors, de rendre la dot. Richard, pour compenser la perte de la place forte de Dreux, fait élever une forteresse à Thiers, sur la frontière. Eudes tente, avec le concours de ses alliés, de s'emparer de la forteresse, mais il est repoussé par la garnison, renforcé par une troupe de soldats danois. Richard II répète la tradition familiale d'engager des mercenaires scandinaves lorsque le besoin se fait sentir. La situation ne se résoudra qu'après une assemblée des grands du royaume, convoquée par Robert Ier, expressément pour régler ce souci féodal. Loin d'être mortes, les relations entre la Normandie et la Scandinavie continuent en ce début du XIe siècle, et ont même de forts impacts sur la politique du moment. En 1014, c'est le futur saint Olaf de Norvège, alors Olaf le Gros, qui fait étape à la cour ducale de Rouen en compagnie d'un allié suédois, avant de partir piller les côtes atlantiques du royaume franc. Quant aux Danois qui à cette époque pillaient l'Angleterre, ils ont l'accord ducal pour hiverner dans le Cotentin et la plaine de Caen, ce qui suscite assez rapidement le courroux d'Ethelred II, le roi anglo-saxon. L'accord lié avec Richard Ier tombe à l'eau, et vers l'an 1000, le roi saxon débarque en force dans le Cotentin. Mais c'est pour les Saxons, sans compter sur l'intervention du vicomte Néel de Saint-Sauveur, qui réduit à néant l'armée d'invasion. S'ensuivent des négociations, menées par le duc Richard et son conseiller Raoul d'Ivry, qui aboutissent à une alliance matrimoniale en 1002. Ethelred épouse Emma, la sœur du duc. De cette union naîtra par ailleurs Édouard le Confesseur. Tu ne connais peut-être pas Édouard le Confesseur d'ailleurs, mais peut-être ferai-je un conte sur lui. Tout ce que tu dois savoir, enfin du moins ce qui nous concerne,
c'est qu'il précipita la chute de l'Angleterre saxonne lorsqu'il promit à son neveu Guillaume de Normandie, Guillaume II, le futur conquérant, d'hériter de la couronne anglaise après lui. Et c'est sous ce prétexte que Guillaume II envahira l'Angleterre en 1066 avec succès. Mais revenons-en à nos moutons. Cela n'empêche pas Ethelred de ne pas démériter de son surnom du mal avisé. Le massacre de la Saint-Brice qu'il commandite, le 13 novembre 1002, sonne le signal de la guerre pour les rois danois, qui n'auront de cesse d'envahir l'Angleterre, jusqu'à y parvenir en 1014. Mais ça, c'est une autre histoire. Du règne de Richard II, long de 30 ans, il faut retenir la fortification sans cesse continuée du duché normand, et l'acculturation bientôt définitive du greffon scandinave. Bientôt, l'on ne retrouve plus que quelques vestiges de droit nordique, au milieu des coutumes carolingiennes puis capétiennes. Même l'aristocratie normande n'est pas entièrement d'ascendance danoise. C'est d'ailleurs sous le règne de Richard II que mon ami Dudon a achevé sa chronique dynastique dont je te parlais hier soir. Selon moi, ce qu'il faut retenir de ce livre, c'est la lente conversion d'un peuple danois païen au terreau franc et chrétien qui l'accueille. Pour finir, Richard II décède en 1026, après avoir brillamment régné pendant 30 ans. Il lègue à son fils Richard le III un duché plus fort et puissant que jamais. Mais c'est à partir de là que les choses se compliquent.